Très bien. Donc, j'ai dit que le remodelage osseux, les ostéoblastes, parmi les rôles تاعها, c'est la synthèse de la fraction protéique. Mais pas que. Ils vont participer aussi à la minéralisation du tissu en sécrétant certains enzymes dans les phosphatases alcalines. Et on a déjà fait la dernière fois, l'exploration du métabolisme phosphoclassique, nous avons parlé de la phosphatase alcaline, qui est une enzyme qui peut être sécrétée dans des pathologies osseuses ou bien des pathologies hépatiques. Maintenant, je vous dans les détails. Je sais que vous ne connaissez pas encore ces choses-là, mais au fur et à mesure qu'on va avancer sur le programme, vous allez le comprendre. Donc, il faut aussi minéraliser cette fraction protéique en sécrétant certaines enzymes, qui monophosphatase alcaline. D'accord? Alors, ces phosphatases alcalines, pardon, vont permettre la précipitation, d'accord, et la nucléation du phosphate tricalcique qui va donner l'hydroxyapatite. Donc, la phosphatase alcaline, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de précipiter le calcium et le phosphore sous forme d'hydroxyapatite pour former un tissu osseux complet. Donc, les ostéoblastes, ils étaient responsables de la synthèse de la fraction protéique, collagène, ostéocalcine, ostéonectine. Et en deuxième lieu, ils vont aussi favoriser la minéralisation qui fait en sécrétant une enzyme qui est la phosphatase alcaline. Donc, regardez, toute augmentation de la synthèse du tissu ostéoïde pourra se traduire par une augmentation de l'activité plasmatique de la phosphatase alcaline et accessoirement de l'ostéonectine. Donc, en période de formation osseuse, c'est normal que notre taux d'activité enzymatique de la phosphatase alcaline va augmenter. Et ceci est frappant chez les enfants en période de croissance, c'est-à-dire à l'âge de 5-6 ans jusqu'à 14 ces, ces enfants. Donc, là, on pourra dire qu'ils ont une activité qui est augmentée par rapport aux adultes. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, les connadna la croissance osseuse, donc on a besoin de former l'os تاعنا. Et du coup, les enfants ont une activité en phosphatase alcaline qui est très augmentée par rapport aux adultes. Donc, la première cellule responsable, il y a les ostéoblastes. D'accord? Ostéoblastes. Qui sont ostéiques, qui est représenté principalement par le collagène de type 1, ostéocalcine, ostéonectique. Deuxième rôle, c'est la minéralisation de cette fraction protéique. C'est-à-dire, la fraction protéique à elle seule, elle ne suffit pas. Donc, là, il faudra précipiter les sels de calcium et de phosphore. Comment on les précipite? On les précipite en synthétisant ou en activant la synthèse d'une autre enzyme, liée à la phosphatase alcaline. Une fois la phosphatase alcaline, elle est présente en grande quantité, elle va fixer le calcium et le phosphore sous forme d'hydroxyapatite, et donc on aura une structure osseuse qui est complète. D'accord? Alors, le deuxième type de cellules, les ostéocytes. Alors, les ostéocytes, à vrai dire, ils sont issus des ostéoblastes. D'accord? Ce sont des cellules qui sont emprisonnées entre des lamelles osseuses. On aime mettre dans les détails anatomiques parce que ça bouffe de l'énergie pour rien. Donc, généralement, les ostéocytes, elles peuvent être à l'origine d'une formation osseuse ou là d'une résorption osseuse. Ça a une particularité, c'est que ils sont localisés. D'accord? Donc, on a une localisation un petit peu particulière. C'est-à-dire, on peut activer une formation osseuse, par exemple, les os de la main. Ça marche dans les os du pied, etc. Donc, la localisation les ostéocytes, elle est très importante. D'accord? Alors, le troisième type, qui est aussi très important, les ostéoclastes. Alors, les ostéoclastes, ce sont des cellules géantes, d'accord? Les ostéoblastes, c'était de grandes cellules mononucléées. Les ostéoclastes, là, ce sont des cellules qui sont encore plus grandes et elles sont polynucléées, qui naissent généralement de la fusion de macrophages, d'accord? Qui comptent comme les cellules immunologiques, par exemple les cellules macrophagiques. Comme une fusion de plusieurs macrophages va créer ce qu'on appelle les ostéoclastes, d'accord? Alors, ces ostéoclastes, elles vont creuser l'os compact, créant des cavités de résorption.
Donc, l'os تاعنا, normalement, il est plein. باش il est plein les sels d'hydroxyapatite, اللي شفناهم, calcium, phosphore, les réserves تاعنا. D'accord? Alors, les ostéoclastes, ils vont creuser l'os, c'est-à-dire ils vont vider leur contenu. D'accord? Ils vont créer des cavités de résorption. Et ceci comment? En solubilisant les cristaux d'hydroxyapatite. D'accord? Les ostéoclastes ont un pouvoir de solubiliser les sels d'hydroxyapatite qui étaient stockés. D'accord? Et aussi, ils ont un autre pouvoir, c'est celui d'hydrolyser le collagène. Donc, si on va hydrolyser les deux composants du tissu osseux, la fraction protéique et la fraction minérale, on va hydrolyser le collagène et on va hydrolyser les sels d'hydroxyapatite. Donc, là, on créera un phénomène de résorption osseuse. Donc, on va libérer le contenu du collagène ainsi que les sels de calcium et de phosphore. D'accord? Alors, les ostéoclastes sont très mobiles. D'accord? Et il s'applique contre l'os pendant la phase de résorption. C'est-à-dire que la phase de résorption, on retrouvera une activité accrue des ostéoclastes. Donc, ostéoblast formation, ostéoclaste résorption. D'accord? Est-ce que c'est clair pour l'instant? C'est clair, comme tu m'as fait. Hein. Très bien. Donc, maintenant, on va parler de l'exploration. Allez, c'était juste une petite introduction pour parler du phénomène de remodelage osseux. Comme je suis qu'il y a trois types de cellules, ou surtout la composition, tiens, si vous voulez, anatomique et histologique de l'os. Donc, l'os, c'est un tissu ostéoïde, ou là, c'est un tissu conjonctif qui est calcifié. Donc, il est fait de deux parties, hein, comme une partie protéique et une partie minérale. Alors, la partie protéique, elle est représentée majoritairement par une protéine qu'on appelle le collagène de type 1. C'est beau dans 90% de sa composition. On retrouve aussi d'autres protéines qui mènent l'ostéocalcine, ostéonectine. Il y a aussi une fraction minérale. Alors, cette fraction minérale, elle est représentée principalement par l'hydroxyapatite, qui est des sels de calcium et de phosphore. D'accord? On peut retrouver aussi d'autres anions qui mènent les carbonates, les bicarbonates, les protéines, etc. Alors, entre trois types de cellules, les ostéoblastes, les ostéocytes, les ostéoclastes. Ostéoblastes, formation. Ostéoclastes, résorption. Ostéoblastes, ce sont des cellules qui sont grandes, d'accord? Elles sont mononucléées, d'accord? Leur rôle est principalement de favoriser la synthèse de la fraction protéique, collagène, ostéocalcine, ostéonectine, ainsi, ما نخليوش la protéine تاعنا de la fraction protéique vide. C'est-à-dire, on doit la minéraliser. Comment? En favorisant la précipitation des sels d'hydroxyapatite. Par qui? Grâce à l'action de la phosphatase alcaline. D'accord? On commence ensuite les ostéocytes. J'ai dit que les ostéocytes, elles sont douées d'une double fonction, d'une double activité, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire à la fois une formation et une résorption osseuse. C'est un cas qui est un petit peu particulier. Maintenant, les ostéoclastes, ce sont des cellules qui sont responsables uniquement de la résorption osseuse. Ce sont des cellules qui sont géantes et elles sont polynucléées. Et elles sont issues d'une fusion des macrophages. D'accord? Donc, maintenant, leur rôle, c'est quoi? C'est de favoriser l'hydrolyse des sels d'hydroxyapatite, c'est-à-dire libérer le contenu minéral, et de aussi libérer le contenu protéique, c'est-à-dire l'hydrolyse, c'est le collagène principal. Alors, maintenant, comment on va explorer ça, si vous voulez, en tant que biologiste? Donc, les marqueurs du remodelage osseux, on les appelle comme ça, soit des marqueurs de formation ou bien des marqueurs de résorption, parce que c'est un marqueur, c'est-à-dire qu'il s'est beau augmenter, on dit on est en pleine période de formation, ou bien en période de résorption osseuse. D'accord? Donc, ils s'individualisent mieux s'ils sont replacés dans le contexte de la synthèse du collagène. Et non, c'est-à-dire, il faut toujours interpréter ce remodelage osseux avec précaution, c'est-à-dire par rapport à l'âge. On ne va pas interpréter un remodelage osseux chez un sujet qui a 70 ans comme un sujet qui a 15 ans. Donc, vous vous doutez, la quantité de collagène chez un gamin qui est en pleine période de croissance, elle est très importante par rapport à un vieux. Et là, vous allez voir l'intérêt, le collagène, par exemple, l'utilisation en tant que cosmétique, c'est beau, bzaf, surtout les filles, vous connaissez sûrement ça. Comme tu fais les publicités et tout, on parle beaucoup de collagène, anti-rides,
pour raffermir la peau, pour rendre un éclat à la peau, etc., c'est principalement le collagène. Donc, maintenant, il faut toujours avoir en tête plusieurs, plusieurs informations pour pouvoir bien interpréter le remodelage osseux. D'accord? Alors, au niveau osseux, les ostéoblastes, comme j'ai dit, vont synthétiser des chaînes polypeptidiques. Alors, les chaînes polypeptidiques, c'est pour synthétiser le collagène. À la belle comme une protéine, le connaît une association d'acides aminés, on appelle peptide. Le peptide il va augmenter en acides aminés. Quand il va dépasser 100 acides aminés, on va appeler ça une protéine. D'accord? Alors, avec le collagène, il est synthétisé sous forme de précurseur, c'est du procollagène, d'accord? En bas, avec des coupures ou là, des hydrolyses enzymatiques, on va aboutir à la synthèse du collagène. Alors, les polypeptides ou le collagène, si vous voulez, il est riche en plusieurs acides aminés qui sont connus. Donc, comme il est riche en lysine et en hydroxyproline, d'accord? Deux acides aminés. Donc, vous allez me dire, la proline, ce n'est pas un acide aminé naturel. Alors, احنا نعرفوا بلي la proline داخله في la composition تاع les 20 acides aminés, mais l'hydroxyproline, c'est juste une modification chimique de la proline, c'est-à-dire elle va être hydroxylée, on va lui rajouter un groupement OH ou un groupement alcool. D'accord? Donc, le collagène, il est riche en lysine et en hydroxyproline. Alors, au sein de cette molécule, tu as le procollagène. Donc, le procollagène, si vous voulez, c'est un précurseur de le collagène. D'accord? Alors, au sein du procollagène, il existe des peptides qui sont appelés des peptides d'extension. Donc, comme des peptides d'extension aux deux extrémités. D'accord? Les deux extrémités de chacun. Si vous voulez l'extrémité C-terminale, l'extrémité N-terminale, comme des peptides d'extension. Donc, comme deux types de peptides. Comme le peptide C-terminal, donc on l'appelle généralement le PIPC. Alors, PIPC, c'est pour dire quoi? C'est le propeptide C terminal du tropocollagène. Oui? C'est le propeptide C terminal du tropocollagène, qui est le précurseur du collagène. D'accord? Donc, HADA, il est libéré dans la circulation sanguine. Ou bien sûr, par analogie, il a une extrémité C terminale, nous aurons aussi une extrémité N terminale, et nous n'aurons plus un PIPC, mais un PIPN, c'est-à-dire que c'est le peptide, le propeptide N terminal du tropocollagène. D'accord? Très bien. Donc, hadou, si vous voulez, quand on va synthétiser le collagène il nomme le procollagène, le procollagène est constitué, ses extrémités, les deux peptides, le PIPC et le PIPN. Lorsqu'on va synthétiser le collagène, on va aboutir le procollagène, le collagène. Donc, on doit couper donc, les deux extrémités. Donc, on aura la libération de ces deux peptides, si vous voulez, le PIPC et le PIPN, dans la circulation sanguine. Donc, déjà, non, vous avez à l'esprit que lorsqu'on synthétise le collagène, c'est-à-dire en pleine période de formation osseuse, on s'attend à trouver ces deux marqueurs en tant que marqueurs de formation osseuse. D'accord? Ou bien en tant qu'un marqueur qui a le remodelage osseux, on s'attend à les retrouver dans la circulation générale. D'accord? Très bien. Bon, nous avons aussi d'autres marqueurs qui a le remodelage osseux. Généralement, on peut retrouver des lysines. D'accord? Alors, généralement, les lysines, شفنا بلي collagène il est riche en lysine et en hydroxyproline. Des fois, la lysine, elle va être oxydée et on va la retrouver sous forme d'hydroxy lysine. D'accord? Les lysines, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont, si vous voulez, s'agglomérer et elles vont former ce qu'on appelle des ponts. D'accord? Alors, les ponts, on les appelle généralement des ponts pyridinolines. D'accord? Ce sont des ponts de pyridinoline. Rappelez-vous, le nom, ce sont des ponts de pyridinoline. Alors, les ponts qu'on appelle pyridinoline, il y en a deux types. Que ce soit un pont pyridinoline direct ou là, un pont désoxypyridinoline. D'accord? Donc, là, c'est généralement issu de l'utilisation de l'acide amine. D'accord? Je ne vais pas les détails parce que vous allez vous perdre. Donc, le marqueur dit super Mohamed. D'accord? Très bien. Alors, la diapo elle est très importante. Donc, comme les marqueurs, c'est le remodelage osseux. Donc, on a, comme j'ai dit, deux fonctions. Soit une formation osseuse, soit une résorption osseuse. Alors, la formation osseuse, elle sera appréciée par des dosages sanguins. D'accord?
on va libérer des choses dans la circulation sanguine. Alors, on peut doser la phosphatase alcaline, on peut doser l'ostéocalcine, on peut doser aussi le PIPC, les chefna, on vient de voir. Et le propeptide, c'est terminal, c'est le protocollagène, ou le procollagène, ركيف. D'accord? C'est des marqueurs de formation osseuse. ودوك نعاودو نوليو واحد واحد ونشوفوا علاش. D'accord? Alors, phosphatase alcaline, qu'on a déjà شفناها pourquoi? Parce que la phosphatase alcaline, elle va favoriser la précipitation des sels, le calcium et de phosphore sous forme d'hydroxyapatite. L'ostéocalcine, parce qu'elle est la trame protéique, elle le tissu osseux. Le propeptide le PIPC, on vient de le voir, c'est-à-dire pour synthétiser le collagène, on doit libérer le PIPC. C'est-à-dire quand on va former le collagène, on va libérer le PIPC. Alors, au contraire, la résorption osseuse, on peut apprécier soit des dosages sanguins ou des dosages urinaires. D'accord? Soit dans le sang, soit dans les urines. Donc, il y a une différence par rapport à la formation osseuse. La formation osseuse, généralement, on n'utilise pas de dosage urine, parce qu'on est en période si vous voulez, de création. Donc, on ne doit pas éliminer des choses. Par contre, lorsqu'on est en période d'utilisation du stock, donc, non, il y aura des choses qui font sortir les urines. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver l'hydroxyproline, l'ishfnaha maintenant. C'est-à-dire, lorsqu'on a une forte résorption osseuse, on doit éliminer le collagène. Avec le collagène, il va être éliminé. Et si on élimine le collagène est constitué, comme j'ai dit, d'acides aminés qui met la lysine ou l'hydroxyproline. Donc, si on doit le dégrader, le collagène, donc il y aura une petite partie de l'hydroxyproline qui va fuiter à travers les urines. Bon, on a les acides aminés, généralement, on les recycle. C'est-à-dire, l'organisme, il va les recycler, il ne va pas les jeter. Sauf que lorsqu'il y a une résorption osseuse qui est très importante, comme on dit la dernière fois, une hyperparathyroïdie primaire, par exemple, donc non, l'organisme, il recycler les acides aminés, mais ça y est, la capacité de recyclage, elle est rapidement saturée. Donc, il y aura une petite fraction, l'hydroxyproline, qui va être éliminée à travers les urines. On peut retrouver aussi les télopeptides C interminaux, de combat d'une chauffe-eau. On peut retrouver aussi les pampéridinolines, les chnahum maintenant, soit les pyridinolines ou les désoxypyridinolines. D'accord? Très bien. Alors, نبداو les marqueurs de formation osseuse. Marqueurs de formation osseuse, rappelez-vous toujours à votre niveau, il y a comme trois grands marqueurs de la formation osseuse. شكون هما؟ phosphatase alcaline, ostéocalcine, PIPC. نبداو نشوفوهم واحد بواحد. Alors, les phosphatases alcalines, comme j'ai dit, c'est une enzyme. Alors, le prélèvement تاعنا, il se fait pardon, sur un tube sec ou là, un tube hépariné. D'accord? En biochimie, mettez-vous bien en tête qu'on utilise peu les tubes citratés, les tubes avec du fluorure, etc. Les tubes bleus, on les utilise quasiment jamais. Et surtout des trucs les trucs mobiles. D'accord? Maintenant, on utilise sur un tube sec ou un tube épais. Alors, si on a une hémolyse, ça peut fausser le dosage. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine fraction de la phosphatase alcaline qui est située à l'intérieur du globule rouge. Si vous avez une hémolyse, c'est-à-dire une destruction de votre globule rouge, il va libérer son contenu et automatiquement, le taux de phosphatase alcaline peut être surestimé. Donc, maintenant, on doit éviter l'hémolyse. Comment on va éviter l'hémolyse? Vous allez me dire en faisant un bon prélèvement, c'est-à-dire en un prélèvement qui est mauvais ou l'aide de mauvaise qualité. On préfère ne pas utiliser le garrot parce que si on utilise le garrot qui est très serré, donc on va favoriser la stase sanguine, c'est-à-dire le sang ne va pas circuler normalement, il y a un obstacle à son passage et donc ça va favoriser l'hémolyse. Ou un mauvais prélèvement, c'est-à-dire vous faites une mauvaise piqûre en utilisant l'aiguille, vous allez faire éclater votre veine. Donc là, vous aurez un prélèvement qui est hémolysé et il est de mauvaise qualité. S'il est de mauvaise qualité, vous aurez de mauvais résultats, c'est normal. Alors, les dosages TNA, c'est généralement des méthodes enzymatiques. Donc, regardez les valeurs usuelles. Là, c'est une enzyme. Donc, on va l'apprécier par des unités internationales. Donc, c'est une activité enzymatique. Je sais comment les cholestérol, triglycérides, glucose, calcium. C'était des trucs qui étaient pondérales. C'est-à-dire, on disait qu'il y avait tel gramme par litre ou bien milligrammes par litre. Maintenant, on ne va plus parler d'une quantité, mais c'est une activité enzymatique. D'accord? Ce n'est pas une entité qui est pondérale. Donc, c'est une activité enzymatique. Donc, elle est exprimée généralement en unité internationale.
Donc, regardez chez l'adulte, donc on a un taux variant de 30 à 100 unités internationales. Par contre, chez les enfants, vous voyez, les intervalles, ils sont différents. De 100 à 200 unités. Et là, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que pendant la période de la croissance osseuse, le taux de phosphatase alcaline est stimulé. Donc, qu'il y a une plus grosse activité enzymatique en phosphatase alcaline. Donc, qui c'est une phosphatase alcaline chez un enfant qui est augmentée, vous n'allez pas dire, blé, c'est une pathologie, c'est une variation physiologique qui correspond à la stimulation de la phosphatase alcaline au cours de la croissance osseuse. D'accord? Par contre, l'une des limites à la phosphatase alcaline, c'est qu'il est peu sensible et peu spécifique. Pourquoi? Parce que la phosphatase alcaline n'augmente pas uniquement la formation osseuse. J'ai dit qu'elle augmente aussi les pathologies osseuses. La maladie de Paget, elle aussi peut augmenter dans les pathologies hépatiques, dans les ictères, dans les cholestases, dans les cirrhoses, lorsque vous avez des hépatites. Donc, non, la phosphatase alcaline, ce n'est pas un marqueur qui est spécifique à la formation osseuse. Donc, si on l'utilise seul, elle ne va pas vraiment nous orienter. D'accord? Donc, il n'est jamais un enfant, par exemple, un ictère, d'accord? Il connaît un ictère, un phosphatase alcaline augmentée. Donc là, si on doit explorer son métabolisme phosphocalcique ou ses phosphatase alcaline augmentée, on ne peut pas dire que cette augmentation, elle est due à une formation osseuse. Donc, non, on est limité. Parce qu'elle manque de spécificité. D'accord? Donc, on recommande le dosage de l'isoenzyme osseuse par méthode immunométrique. Alors, Anna, je vais juste ouvrir une parenthèse. La phosphatase alcaline, elle a plusieurs isoenzymes. Vous allez me dire, c'est quoi isoenzyme? Je pense que vous le connaissez déjà. Alors, isoenzyme, ça veut dire que c'est la même enzyme en termes de constitution, c'est-à-dire la structure. C'est exactement la même enzyme, sauf que elle est synthétisée par différents tissus. Vous avez la phosphatase alcaline hépatique, vous avez la phosphatase alcaline rénale, vous avez la phosphatase alcaline osseuse, la phosphatase alcaline placentaire, d'accord? Donc, on a plusieurs isoenzymes. C'est quoi une isoenzyme? C'est la même enzyme en structure, en composition, sauf qu'elle est synthétisée par des tissus qui sont différents. On a la même activité enzymatique, c'est-à-dire la structure, c'est la même, ou le rôle, ou bien l'activité, c'est la même, sauf que le tissu qui le synthétise, il est différent. Allez, on doit le préciser. D'accord? Donc, non, si on a le choix, on préfère doser directement l'isoenzyme osseuse, chez l'isoenzyme hépatique. Et là, on aura plus d'orientation vers l'origine osseuse. Alors, les deux pathologies osseuses au cours desquelles on voit une augmentation importante des phosphatases alcalines, c'est l'ostéomalacie, et qu'on a vu la dernière fois, et la maladie de Paget. Donc, là, c'est le premier marqueur, c'est la phosphatase alcaline. Alors, le deuxième marqueur, c'est l'ostéocalcine. Alors, comme j'ai dit, l'ostéocalcine, elle rentre dans la composition, c'est-à-dire la fraction protéique du tissu osseux. C'est une protéine qui est non collagénique, c'est-à-dire elle ne fait pas partie du collagène, chez moi le collagène, d'accord? Elle est de découverte récente. C'est une protéine de liaison du calcium, d'accord? Elle possède une demi-vie qui est brève et elle est rapidement métabolisée par le foie et par l'heure, d'accord? Donc, elle est synthétisée par les ostéoblastes en même temps que les phosphatases alcalines. On a vu ça tout à l'heure. Donc, c'est un témoin qui est fiable de l'activité du remodelage osseux. D'accord? Elle a un rôle positif dans la régulation de la minéralisation osseuse. D'accord? Alors, généralement, le prélèvement, il va se faire sur un prélèvement, sur du sang épariné. D'accord? On peut utiliser le DTA. D'accord? Le dosage THA, c'est un dosage, si vous voulez, immunométrique ou bien immunologique. Donc, regardez les valeurs usuelles de l'ostéocalcine, c'est des protéines qui a une concentration qui est très faible. Donc, vous voyez, entre 3 à 9 nanogrammes par litre. Donc, c'est une quantité qui est très, très faible. D'accord? Deuxième marqueur. Alors, l'ostéocalcine a des variations physiologiques. Par exemple, un rythme nictéméral. Alors, c'est quoi un rythme nictéméral? Ça veut dire qu'il y a un rythme qui va dépendre du jour et de la nuit. D'accord? Donc, هنا l'ostéo عندها un pic entre minuit à 8 heures. D'accord? Donc, عندها un pic entre minuit à 8 heures du matin. Donc, le pic تاعها. Elle va augmenter chez l'enfant jusqu'à la puberté. D'accord? Elle va augmenter. Elle est techniquement la croissance osseuse. D'accord?
Très bien. En bas, il y a aussi d'autres variations pathologiques, par exemple dans l'hyperparathyroïdie, d'accord, dans l'ostéoporose, dans l'acromégalie, dans l'hyperthyroïdie. Et elle peut diminuer si on a une insuffisance hépatique, d'accord, ou là qui on a une diminution, c'est le remodelage osseux. C'est-à-dire maintenant, c'est un remodelage osseux qui est dû généralement à des pathologies secondaires. Par exemple, une corticothérapie prolongée, d'accord, un syndrome de Cushing, une hypoparathyroïdie ou bien une hypothyroïdie. D'accord? Donc, maintenant, par exemple, l'ostéocalcine, on dit qu'il y a un rythme qui va dépendre du jour et de la nuit. On dit que le pic de l'ostéocalcine, c'est entre minuit et 8 heures du matin. Et non, si vous voulez, je pense que vos parents, nos parents, nous disaient d'aller dormir la nuit. Pourquoi? Pour grandir. À l'âge, parce que parmi les intervenants de cette croissance osseuse, كاين بزاف ما كاينش غير هذا كاين on va voir من بعد l'hormone de croissance la GH كاين aussi l'ostéocalcine et on voit que l'ostéocalcine son maximum de sécrétion ou bien de libération il se situe entre minuit à 8 heures du matin donc il faut être si vous voulez en période de sommeil pour que cette protéine puisse être libérée, d'accord? Très bien. Donc, le dernier marqueur, si vous voulez, le PIPC, le propeptide C-terminal du collagène, c'est un marqueur de formation, d'accord, du collagène, et donc c'est un marqueur de formation osseuse. Son élimination est hépatique, et une insuffisance de cet organe peut entraîner une augmentation sans rapport avec la synthèse osseuse. C'est-à-dire, le PIPC, normalement, il doit être métabolisé ou bien catabolisé par le foie. Donc, lorsqu'on a une insuffisance hépatique, c'est-à-dire que notre foie n'arrive plus à éliminer le PIPC, donc le PIPC, il va augmenter. Ça, cette augmentation, elle est sans rapport avec le remodelage osseux, c'est-à-dire que le remodelage osseux, il fonctionne parfaitement. Sauf qu'on a une insuffisance hépatique, donc on n'arrive pas à l'éliminer. Donc ça, il faut le prendre en compte. Donc, c'est un dosage aussi qui est très sensible et c'est un dosage immunologique. D'accord? Très bien. Donc, marqueur de formation osseuse, vous avez vu trois. Ou là, je vous demande de garder à l'esprit trois. Phosphatase alcaline, enzyme, ostéocalcine, protéine, et le PIPC, le peptide C-terminal du procollage. D'accord? Maintenant, on va voir les marqueurs de la résorption osseuse. D'accord? Comme tu vois, ils sont beaucoup plus importants que les marqueurs de formation osseuse. Donc, dans la calciurie, عندنا les phosphatases, mais chez alcalines. Maintenant, ce sont des phosphatases qui sont acides. À vrai dire, pourquoi on les appelle phosphatases acides ou alcalines? C'est juste par rapport au pH optimal de leur fonction. C'est-à-dire le pH optimal, tu as une phosphatase alcaline, il est plutôt alcalin. Ou tu as une phosphatase acide, il est plutôt acide. D'accord? Alors, nous avons aussi l'hydroxyprolinurie, c'est-à-dire le dosage d'hydroxyproline dans les urines, les molécules de pontage, les chnahum, les pyridinolines et désoxypyridinolines, et les télopeptides C interminaux, les aussi chnahum tout à l'heure. Alors, on commence par la calciurie et les phosphatases acides. Alors, la calciurie, elle est peu sensible, d'accord? Elle est peu sensible. Les phosphatases acides, il existe plusieurs isoenzymes, d'accord? Mais la plus importante, on appelle la trappe 5B, d'accord? C'est une phosphatase acide tartrate résistante. C'est juste son nom, ne vous choquez pas. Donc, elle est d'origine osseuse. Donc, lorsqu'on a une résorption osseuse, nous aurons une augmentation de cette isoenzyme. C'est la trappe B5 ou le 5B, rectifié, d'accord? Comme j'ai dit, la phosphatase acide, on va mesurer son activité enzymatique à un pH qui est autour de 5,5-6. Donc, maintenant, vous voyez pourquoi on l'a appelé une phosphatase acide ou une phosphatase alcaline. D'accord? Elle est dosée par une méthode immunologique. Elle peut être aussi dosée par une méthode ELISA. D'accord? Plus la méthode elle est sensible, plus on aura de meilleurs résultats. Le deuxième ou bien le troisième marqueur, c'est l'hydroxyprolinurie. Alors, elle était le marqueur le plus utilisé sauf les années 80, les années 90. C'était principalement l'hydroxyprolinurie. Lorsqu'on suspectait une forte résorption osseuse, qu'on a directement on dose l'hydroxyproline urinaire. D'accord? Alors, ce dosage, il se fait soit par colorimétrie, c'est-à-dire une réaction colorimétrique les urines, ou bien par séparation chromatographique par le biais d'une HPS. D'accord?
Ce dosage, il est peu sensible et peu spécifique de la résorption osseuse. Pourquoi? Parce que l'élimination urinaire de cette molécule représente une fraction seulement de tout le catabolisme du collagène de l'organisme. Comme j'ai dit tout à l'heure, les acides aminés qu'on doit éliminer, la majeure partie de ça doit être recyclée. Vous allez me dire, si on élimine le collagène, c'est pour favoriser une résorption osseuse. Et nous, à vrai dire, pourquoi on fait une résorption osseuse? On a besoin de calcium et de phosphore. On n'a pas besoin de libérer du collagène dans le sang, on n'en a rien à faire. D'accord? Donc, هذاك, c'est juste, il vient avec le lot, le calcium et le phosphore. Moi qui est général. Par exemple, je vais vous faire une petite analogie. Si vous allez acheter un truc qui est en promotion, par exemple, c'est beau, je sais pas, une paire de chaussures en promotion. C'est beau, par exemple, à 2000 dinars. Et on vous dit que dans cette promotion, vous devez prendre aussi avec cette paire de chaussures, je sais pas moi, un t-shirt ou là, une blouse ou là, mais qui ne vous plaît pas. D'accord? Elle n'est pas à votre goût. Vous allez la prendre quand même parce que vous voulez profiter de la promotion qui sont les paires de chaussures. C'est exactement le même principe pour la résorption osseuse. L'organisme a besoin de ses réserves en calcium et en phosphore. Il n'a pas besoin de libérer son collagène. Sauf que pour libérer le calcium et le phosphore, il est obligé d'hydrolyser le collagène. Parce que c'est dans le collagène qu'est piégé les sels d'hydroxyapatite. Donc, avec le collagène qui va être hydrolysé, là, généralement, on va le recycler. Comment on le recycle? En le dégradant, en l'hydrolysant et on récupère les acides aminés terres. Parmi les acides aminés qui rentrent dans la composition du collagène, on avait dit qu'il y avait la lysine ou l'hydroxyproline. Donc, la majeure partie de l'hydroxyproline, elle va être recyclée et on va l'utiliser pour synthétiser une nouvelle molécule qu'est le collagène. Sauf que lorsqu'il y a une forte résorption osseuse, on aura plusieurs molécules d'hydroxyproline. شحال ما هو il va recycler, شحال ما il va en rester. Donc, maintenant, il y aura une élimination à travers les urines. Et aussi parce qu'il y a un deuxième point, il y a euh, la dégradation d'autres molécules, autres que le collagène, peut aussi aboutir à une élimination de l'hydroxyproline. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement le collagène qui contient l'hydroxyproline. Il y a aussi d'autres protéines qui contiennent dans leur structure ou là, dans leur composition l'hydroxyproline. Donc maintenant, on ne peut pas trancher. On ne veut pas dire que l'hydroxyproline vient directement du collagène. On va suspecter. Elle peut venir du collagène, mais on n'en est pas sûr. C'est pour ça qu'on dit que c'est un marqueur qui est peu spécifique. D'accord? Donc, cette hydroxyproline urinaire elle doit s'interpréter en fonction de l'âge et du contexte clinique, comme je l'ai dit, c'est-à-dire s'il y a des pathologies associées et tout. On lui préfère maintenant d'autres marqueurs qui sont beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus sensibles. Les humans, les télopeptides C-terminaux ou les N-terminaux et les pyridinolines, c'est-à-dire les molécules de pontage, les panlichnas. Alors, les télopeptides C et N-terminaux. Donc, avec les pyridinolines, ils permettent de mettre en évidence une perte osseuse importante. Ce sont les marqueurs les plus sensibles et les plus spécifiques de la résorption osseuse. Remarquez en rouge. Donc, ils sont marqueurs de résorption osseuse. عندكم هذوك اللي ils sont peu spécifiques, peu sensibles. Mais les plus spécifiques et les plus sensibles, les راح utilisés aujourd'hui, ce sont ces deux marqueurs-là. D'accord? Avec les molécules de pontage. Alors, le dosage sanitaire, le télopeptide N-terminal, il se fait généralement dans les urines. On préfère l'utiliser dans les urines. Il se fait par une méthode ELISA, c'est-à-dire par une méthode immunologique. Il peut se faire aussi au niveau du sang. D'accord? C'est une méthode qui est immunologique. Alors, pour le télopeptide C-terminal, c'est la même chose. D'accord? Sauf que le test au sanguin, il n'est pas encore reconnu comme utile. C'est-à-dire, on préfère utiliser un dosage du télopeptide C-terminal uniquement dans les urines. Dans le sang, mais la méthode elle n'est pas encore bien maîtrisée. Donc, on préfère utiliser son dosage urinaire que son dosage sanguin. Par contre, le télopeptide N-terminal, il peut être soit utilisé dans le sang ou là dans les urines. Non, il n'y a pas de souci. Alors, les télopeptides ont une variation. C'est au moins une variation circadienne. Vous remarquez qu'il y a un pic en fin de nuit. D'accord? Et un minimum en fin d'après-midi. C'est-à-dire qu'il y a un pic, c'est-à-dire c'est la concentration la plus grande qui va intervenir en fin de la nuit, c'est-à-dire vers 4 heures, 5 heures du matin. Ou le minimum en fin d'après-midi, c'est-à-dire vers 17 heures, 18. Il y a aussi des variations qui sont post-ménopausiques. D'accord?
شفنا بلي la dernière fois, plus la femme va atteindre la ménopause, plus elle va développer d'ostéoporose, plus elle va favoriser sa résorption osseuse. Parmi les marqueurs هادو, c'est les télopèptides. Variation chez l'enfant à la puberté, d'accord? C'est clair. Bah, là, on a les variations pathologiques. C'est généralement les augmentations, mais c'est plus les diminutions. Donc, c'est surtout les pathologies qui vont favoriser une résorption osseuse, qui m'a l'hyperparathyroïdie, qui m'a l'hyperthyroïdie, qui m'a la maladie de Paget, ou là, l'ostéoporose, qu'elle soit de type 1 ou bien de type. D'accord? Très bien. Alors, dans le cadre de l'ostéoporose, qui est une forte résorption osseuse, les télopeptides radios, ils sont indiqués pour le suivi thérapeutique des malades qui sont traités par les biphosphonates. D'accord? Normalement, ils doivent baisser dans les 3 à 6 mois. Normalement, je sais déjà les biphosphonates. تعرفوهم؟ vous les avez vus en pharmaco, là? تعرفوهم ولا non? Non, ما تعرفوهمش. Alors, les biphosphonates, ce sont des molécules qui vont permettre la fixation du calcium. D'accord? Qui vont permettre la fixation du calcium. On les utilise surtout en oncologie, c'est-à-dire pour les personnes qui ont des cancers, qui vont subir surtout de la chimiothérapie, surtout de la radiothérapie. Comme vous savez, si on fait de la chimio ou bien de la radiothérapie, on va non seulement éliminer les cellules cancéreuses, c'est-à-dire les cellules tumorales, mais aussi les cellules qui sont normales. C'est-à-dire on va éliminer tout sur notre passage. Parmi les complications, par exemple, les personnes qui ont des métastases osseuses, on les traite par radio ou bien chimiothérapie. Donc, on va éliminer les cellules tumorales ou les cellules osseuses. Donc, là, on va favoriser une résorption osseuse. On va les traiter par des biphosphonates. Pardon. Pourquoi? Pour permettre la fixation du calcium. C'est-à-dire, on ralentit, si vous voulez, cette résorption osseuse. D'accord? Et on utilise les marqueurs TNA les marqueurs C ou le N, les télopeptides, d'accord? Télopeptides C ou le N terminaux, on les utilise même dans le cadre d'un suivi de l'ostéoporose. Moi, je connais une ostéoporose avancée, moi, vous aurez une concentration importante de ces deux marqueurs-là. Moi, l'ostéoporose, elle est bien contrôlée. Moi, le taux, il va rester stable, d'accord? Très bien. Et voilà, on a les molécules de pontage, d'accord? Les هما شفناهم. C'est-à-dire c'était les ponts هادو qui reliaient la structure, c'est le collagène. C'est les pyridinolines ou bien les désoxypyridinolines. D'accord? Donc, on a les désoxypyridinolines, c'est beaucoup plus spécifiquement au niveau de l'os, d'accord? Les pampyridinolines, c'est pour l'os ou les cartilages, d'accord? Cartilage osseux, kif kif. Donc, le dosage des molécules de pontage dans le sang, il n'est pas encore reconnu comme utile, qui m'a tout à l'heure. Le dosage sanguin, il n'est pas encore bien fiable. Donc, on les utilise surtout un dosage qui est urinaire. Donc, là, le dosage CNRT, ouais, il se fait soit par séparation chromatographique, par HPLC, ou là par une méthode immunologique. D'accord? Quand on a le temps, on essaiera d'expliquer les méthodes immunologiques. Maintenant, on doit avancer un petit peu. Donc, les molécules de pontage ont la même valeur diagnostique que les télopeptides dans l'ostéoporose. Donc, ils ont si vous voulez, un très grand rôle, le suivi de l'ostéoporose. Mais si dans le diagnostic d'une ostéoporose, ça c'est totalement faux. On ne diagnostique pas une ostéoporose par un dosage, c'est un marqueur de résorption osseuse, que ce soit les télopeptides ou les molécules de pontage. Ça c'est faux. Comment on diagnostique l'ostéoporose? C'est un contexte clinique avec une radiographie. C'est la radiographie qui va nous permettre de confirmer l'ostéoporose. Quelle est la radiographie? Ce n'est pas une échographie, ce n'est pas un scanner, ce n'est pas une IRM. On appelle l'examen la DMO ou bien la densité minérale osseuse. D'accord? C'est la densité minérale osseuse. Si vous voulez, si vous voulez, c'est un scanner des os. D'accord? C'est un scanner des os qui va nous permettre de voir la composition, d'accord, en image bien sûr, la composition de l'os. Je vois la structure, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est bien rempli? Est-ce qu'il est creux? C'est-à-dire, est-ce qu'il est vide? Donc, il y en a plus, il est vide, plus il y a des cavités qui sont vides à l'intérieur, plus il y a une résorption osseuse, plus c'est en faveur d'une ostéoporose. Bien sûr, je vois aussi le contexte clinique. Par exemple,
c'est aberrant de dire qu'un enfant a une ostéoporose, sauf s'il a un déséquilibre sur le métabolisme phosphocalcique. Généralement, l'ostéoporose, elle s'installe chez les femmes, généralement à l'âge de la cinquantaine, d'accord? Chez les hommes, حتى هما à l'âge de 60, 65 ans, donc il peut y avoir un développement d'ostéoporose, surtout s'il y a d'autres pathologies sous-jacentes, par exemple une hypothyroïdie, une hyperthyroïdie, etc. D'accord? Très bien. Alors, marqueur du remodelage osseux. Vous avez le bilan standard TAN, qui voit le calcium, le phosphore, qui soit sanguin ou urinaire. D'accord? S'il y a une résorption osseuse, qu'on a une hypercalciurie. C'est normal. Donc, on peut utiliser le calcium ou le phosphore en tant que marqueur. Mais on a une approche qui est beaucoup plus spécifique, c'est-à-dire elle est ciblée. Donc, la formation, nous avons vu trois marqueurs. كنا شفنا باللي كاين la phosphatase alcaline, d'accord? Mais elle est peu sensible et peu spécifique. D'accord? En tant que marqueur de résorption, hein, comme les phosphatases acides ou l'hydroxyproline. Ces deux, ils sont peu sensibles et peu spécifiques. Donc, ils sont beaucoup plus spécifiques. C'est soit l'isoenzyme osseuse de la phosphatase alcaline ou bien l'ostéocalcine, ou là, la résorption osseuse, c'est surtout les molécules de pontage, pyridinoline, désoxypyridinoline et les TLOP. D'accord? Très bien. Est-ce que c'était clair? Donc maintenant, je pense que vous êtes beaucoup plus familier avec le métabolisme phosphocalcique. Donc, ici, au métabolisme phosphocalcique, aminophilase comme calcium phosphore. Donc, il est principalement retenu au niveau de l'os. Si on veut schématiser un petit peu, l'os, c'est un tissu conjonctif qui est calcifié. D'accord? Il est riche en calcium. Il est fait à partir de deux compositions. Une fraction protéique elle va donner la structure, d'accord, et une fraction minérale. La fraction protéique, c'est principalement du collagène de type 1, 90%. D'autres molécules viennent d'être découvertes, c'est-à-dire il y a quelques années, il y a 10 ans, là, 15 ans. Ce sont d'autres protéines qui sont l'ostéocalcine ou l'ostéonectine. C'est la formation. Si vous voulez, il joue le rôle de squelette. Le squelette, il ne doit pas être vide. Il doit être minéralisé. Par quoi? Par des sels de calcium et de phosphore, sous forme d'hydroxyapatite. Alors, cette hydroxyapatite, elle est intégrée à l'intérieur de la fraction protéique. Maintenant, on a un tissu osseux qui est complet. Alors, le tissu osseux complet, il est formé de plusieurs cellules. Puis l'ostéoblaste, l'ostéocyte, l'ostéoclaste. Comme le duel ostéoblaste-ostéoclaste. Ostéoblaste-ostéoclaste, تخيلوها كما une balance, comme le ميزان. ما خاصش يكون كاين un déséquilibre. On ne doit pas avoir une formation osseuse qui l'emporte sur une résorption osseuse. On risque d'avoir des os qui sont très lents, d'accord? Et qui sont très riches en sels de calcium et de phosphore. On a par exemple une pathologie اللي ما تعرفوهاش اللي يعيطوا لها l'acromégalie ou bien le gigantisme, les personnes qui sont très grandes, qui mesurent 2,50 m, 2,40 m, 2,30 m. Donc, ils ont des os qui sont très longs. Ce pas des os qui sont normaux. Donc, tu vois, même, ils sont impressionnants si vous les voyez. Donc, l'os تاعهم, il a suivi une formation qui était déséquilibrée, c'est-à-dire la balance تاعهم تاع formation-résorption كانت طايحة بزاف vers la formation osseuse. D'accord? Où là, le déséquilibre, il ne doit pas être penché vers la résorption osseuse. Donc, si on a beaucoup plus de résorption que de formation, donc l'os تاعنا, il va se vider. Et on tombera dans les pathologies osseuses, l'ostéoporose, l'ostéomalacie, etc. Donc, ostéoblaste, ما خاص حتى واحد يغلب الآخر. Chacun, il fait son travail. L'ostéoclaste, c'est une cellule qui est grande, elle est mononucléée, elle est responsable de la synthèse du collagène, ostéocalcine, ostéonectine, ainsi que de la précipitation du calcium et du phosphore sous forme d'hydroxyapatite grâce à l'action de la phosphatase alcaline. Donc, on a une phosphatase alcaline, d'accord, qui va précipiter les sels de calcium et de phosphore et on va les stocker dans l'os. On a une formation osseuse. Par contre, la résorption osseuse, elle est catalysée par les ostéoclastes, qui sont des cellules qui sont géantes, elles sont polynucléées, d'accord? Il y a un seul noyau, il y a plusieurs noyaux, et elles sont responsables par contre de la résorption osseuse. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont hydrolyser l'hydroxyapatite pour libérer les sels de calcium et de phosphore, et elles vont aussi libérer le collagène qui va être hydrolysé. Parce que, comme je l'ai dit,
les sels d'hydroxyapatite sont retenus à l'intérieur du collagène. Donc, déjà, tu faut les marqueurs de résorption osseuse. Pourquoi? Parce que si on a une résorption osseuse, on va libérer le calcium et le phosphore dans le sang, mais aussi dans les urines. Donc, nous avons une calciurine, phosphaturine. On peut aussi parler de la dégradation du collagène. Par exemple, l'hydroxyproline. L'hydroxyproline, elle est à l'intérieur de la composition du collagène. Donc, qui dégrade le collagène, on doit libérer l'hydroxyproline. Moi, comme j'ai dit, on va le recycler. Il y aura une petite fraction qui va être éliminée. Sauf que, avec l'hydroxyproline, nous avons dit qu'elle est peu spécifique parce qu'elle ne rentre pas uniquement dans la structure du collagène. D'accord? Donc, ostéoclaste. Badant comme les marqueurs de formation. Marqueur de formation 3, phosphatase alcaline, mléha, mais elle n'a pas de spécificité, c'est-à-dire elle peut augmenter dans d'autres pathologies, hépatique, rénale, etc. D'accord? Elle n'est pas spécifique. Si vous avez un dosage de phosphatase alcaline isoenzyme osseuse, c'est beaucoup mieux. Elle est spécifique. D'accord? Deuxième marqueur de formation, c'est l'ostéocalcine. D'accord? On peut doser l'ostéocalcine. On peut doser aussi ce qu'on avait appelé le PIPC ou le propeptide, non, le propeptide C du procollagène. D'accord? C'est un marqueur de formation osseuse. Parce que le collagène, il vient à partir d'un précurseur procollagène au fait des extrémités C ou N terminales. Pour être actif sous forme de collagène, il faut les couper ou les hydrolyser. Donc, on va les libérer dans la circulation sanguine. Les marqueurs de résorption osseuse, عندكم بزاف. Les ماشي spécifiques بزاف هما l'hydroxyproline, la calciurie, etc. Les sont très sensibles هما les télopeptides C ou N-terminaux. Bien sûr, عندكم les molécules de pontage, pyridinoline, désoxypyridinoline. Donc, c'est généralement un dosage qui est immunologique. D'accord? Et ils sont utilisés, comme j'ai dit, pour le suivi de l'ostéoporose. Donc, شحال moins qu'on ait une ostéoporose, on ne pose pas le diagnostic avec, mais on peut faire le suivi تاعنا à travers le dosage de ces marques. Alors, je pense que c'était clair. Nous avons fait pile 1 heure. Nous avons fini le chapitre sur le calcium-phosphore, qui fait 2 cours, exploration du métabolisme ainsi que l'exploration du remodelage osseux. Le prochain cours, on va voir l'exploration du métabolisme martial, c'est-à-dire nous faut le faire, d'accord? On va voir quels sont les besoins en fer, comment le fer est absorbé, comment il va être régulé, dans quoi il va être intégré et quels sont les différents types de pathologies qu'il y a lorsqu'on a soit une augmentation du fer ou bien une diminution du fer. Très bien, donc je pense que ça sera tout. Si vous voulez, on se voit à la CHIAC comme d'habitude à 15 heures. J'essaierai aussi de faire la séance de demain. Je vous confirmerai ceci à la CHIAC, Inch'Allah. D'accord? Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on se voit l'après-midi à 15 heures. On fait comme ça?